think Peter Nijkamp wants to add something. Well, this debate calls for two extreme viewpoints. On the one hand, the statement is true if you take on board the UN definition that any settlement which has more than 60,000 people or so is called urban, and more people are moving to these settlements. No one, except from a few people, wants to live in a village with no facilities, so there's a natural trend toward moving to settlements. The settlements grow bigger and bigger, so that's a natural trend. So from that perspective, the whole world will soon get totally urban, and there won't even be any rural area left. A few people in villages, but that's a minority. There's one extreme perspective. The other extreme perspective is Roberto Comani's perspective when he's talking about interaction as the basis for cities. Well, what we observe nowadays in terms of social interaction, we do not interact with our neighbors. We do not interact with people in the same street. We just find our friends normally somewhere in the world, but certainly not in your own city. So the level of interaction with people in the same city is very low. So if the density of interaction would be the criterion for cities, then the whole world would be rural. Because I have more contacts with anyone in the world except with my neighbor with whom I have not talked for 1 year. Not because I don't like him, but I have no interest in talking to him, and he has the same attitude. Maybe you're not representative for everyone in the city. I know Rob is living in the same village where I'm living. City, sorry, I call it village. But it indicates that in case of, let's say, further individualization, which is a social trend, by necessity, in your definition, there is no city anymore. Okay, extreme perspective. Okay, Peter, I think we have to... This is just a quick comment. Edward Holman, when he discussed the basic service ratio, as it was called, showed that the smallest possible city was four people. The breadwinner and the family represented the service aspect of it. When you project the line through the various logarithmic paper, that he came to the largest possible city, and that's when the basic service equaled out, and that was at 100 million people. Just one question. Thomas has already questioned the use of the term urbanization, but I would like to question the natural limit. What would that be? Is it only in economic terms, or are there also social limits or political limits to it? Because we're only talking as if the Homo economicus, as if that determines the size of the city, but there might be, just suggesting, following Max Weber, there might also be other motives. Okay, interesting thought. Let's see what hides behind the next picture. Mr. Adili, this is for you. Merci. Toujours par rapport au débat que nous venons de suivre, moi je voudrais introduire mon intervention par dire qu'au Maroc nous avons un véritable problème de définition de l'urbain, de la ville. Alors nous avons en quelque sorte deux types de définitions qui sont toutes les deux officielles. Il y a une définition, celle que nous appliquons à l'occasion de chaque recensement général de la population et de l'habitat. Et le Maroc a connu depuis son indépendance, depuis 1956, a connu 1, 2, 3, 4, 5 recensements. Celui de 1960, 71, 82, 94 et 2004. Et à l'occasion de chaque recensement, l'instance chargée de la réalisation de ce recensement a adopté une définition de l'urbain différente, et ce qui fait que chaque fois
nous avons obtenu des statistiques qui, dans une certaine mesure, sont difficiles à comparer, puisque nous n'avons pas adopté la même définition. Alors, tantôt on privilégie des critères quantitatifs, tantôt on privilégie des critères qualitatifs, tantôt on essaie de combiner les deux, et ce qui fait que vraiment la définition de l'urbain change au Maroc à l'occasion de chaque recensement. La dernière en date, on a inventé une sorte de formule mathématique qui permet de calculer l'indice d'urbanisation au niveau d'une région, et qui fait que si un centre abrite une population inférieure à cet indice, il est considéré automatiquement comme étant un centre rural. Quand il est égal ou supérieur, il est automatiquement recensé comme étant un centre urbain. Ça, c'est pour la première définition. Nous avons aussi une autre définition qui est celle du ministère de l'Intérieur, qui distingue entre les communes urbaines et les communes rurales. Alors, le statut de commune urbaine est un statut administratif. C'est le ministère de l'Intérieur qui décide de l'accorder à une commune qui, pour des raisons soit économiques, soit démographiques, et parfois même pour des raisons électorales ou politiques. Alors, ce qui fait que nous avons vraiment deux définitions qui coexistent et qui font que parfois il est très difficile de procéder à des analyses sur le temps, à des comparaisons. Alors, ce qui fait que vous avez parfois des communes urbaines, des communes qui sont déclarées par le ministère de l'Intérieur comme étant des villes, comme étant des communes urbaines, alors que sur le plan statistique, ont été recensées comme étant des communes rurales ou des centres ruraux, et vice-versa. Et donc, toute la confusion nous vient de là. Ceci étant dit, moi je voudrais... mon propos s'intéresse plutôt à la question de la recherche urbaine au Maroc. Et je voudrais commencer par faire le constat suivant. La recherche urbaine au Maroc est relativement jeune, elle est relativement récente. Les premiers travaux sur la ville, sur le phénomène de l'urbanisation, les travaux faits par des chercheurs marocains datent des années 70. Les travaux anciens, en fait, étaient réalisés par des Français au temps de la colonisation et qui s'apparentaient beaucoup plus à des monographies ou à des études commandées par l'administration. Alors, la recherche urbaine est très jeune. Moi, j'ai remarqué que nous, pour ne pas dire que nous sommes très en retard, hein, par rapport, bien sûr, par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à ce qui s'est accumulé dans les pays européens. Ceci étant dit, au Maroc, alors, les premières réflexions sur la ville, sur l'urbanisation, ont commencé dans les années 70, tant dans les universités, dans le cadre de thèses par exemple, mais aussi dans le cadre d'une structure qui avait été créée à l'époque par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et qui s'appelait le CERF, le Centre d'études et de recherche, Centre d'études de recherche et de formation en urbanisme, qui va évoluer par la suite pour constituer en quelque sorte le noyau pour devenir ce qui est devenu aujourd'hui l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, qui a été créé en 1981. Alors, l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme a été créé en 1981 pour assurer les missions suivantes. Tout d'abord, la formation académique, former des cadres pour le compte des administrations centrales, pour le compte des collectivités locales, dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Je voudrais juste préciser que la création de l'INO a constitué en quelque sorte une petite révolution à l'époque, puisque pour la première fois, on avait reconnu, on a séparé une école d'architecture d'un institut d'urbanisme, et donc la création de cet institut est une reconnaissance de l'importance des sciences sociales, l'économie, sociologie, la géographie, l'histoire, etc., la science politique, des disciplines indispensables à la compréhension, à la connaissance du phénomène urbain.
commun. Alors que jusqu'à maintenant, dans une large mesure, le domaine de l'urbanisme reste surtout investi par des techniciens, par des ingénieurs et des architectes. Alors, principale mission, je disais, donc formation académique, formation continue que nous avons développée depuis une dizaine d'années. La recherche. Alors la recherche, on fait essentiellement de la recherche-action. C'est vrai que nos moyens, la taille de notre institut est relativement réduite par rapport à la demande énorme aujourd'hui en matière de recherche dans le domaine de l'urbanisme, fait que nous n'arrivons pas justement à répondre à toute la demande de l'administration en matière de recherche, en matière d'expertise dans le domaine de l'urbanisme. Nous faisons également alors la particularité de notre institut aussi, c'est que nous sommes doublés d'une structure il existe en sein de notre institut une structure qui est dédiée à la réalisation d'études commandées. C'est une sorte de bureau d'études. Pour la première fois, on avait admis à l'époque de créer au sein d'une structure universitaire une sorte de bureau d'études public parce que, et nous vivons toujours la même situation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un grand déficit dans notre pays en matière d'expertise. Très peu de bureaux d'études sont en mesure de réaliser des études dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Nous faisons également de l'animation scientifique. Alors juste pour rapidement, aujourd'hui, autant nous essayons d'accompagner en quelque sorte les besoins de l'État, les besoins des acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme, à commencer par notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Autant nous estimons que les besoins sont tellement énormes que nous ne sommes pas peut-être en mesure d'y répondre. En tout cas, dans la mesure de nos moyens, nous sommes en train de développer tout un programme de recherche sur des thématiques qui, aujourd'hui, je dirais, qui se trouvent au centre des préoccupations de l'administration. La question des risques, par exemple, la gestion des risques. Nous avons découvert que beaucoup de villes marocaines, aujourd'hui, sont exposées à des risques d'inondation, des risques de tremblements de terre, des risques de glissement de terrain, et souvent ces risques ne sont pas suffisamment pris en considération dans la planification, dans les documents d'urbanisme, et pour cela nous sommes en train de développer tout un programme de recherche. Plus que cela, nous avons même monté un master dédié à la question de la gestion des risques. La question de l'agriculture urbaine, c'est aussi un projet de recherche sur lequel nous travaillons depuis maintenant 4 ans, 5 ans, en coopération avec des universités allemandes. La question de la ségrégation socio-spatiale, l'accès aux services urbains de base, la question de l'habitat insalubre, les problèmes liés au marché foncier, immobilier, les outils de l'intelligence territoriale. Aujourd'hui, nous sommes, comme cela a été expliqué ce matin par M. Jean-Claude Thiel, de plus en plus on a les planificateurs en recours à ce que nous appelons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour cela, nous avons même monté un master dédié à la question de la géomatique, appliquée au développement territorial. Alors, énormément de thèmes qui aujourd'hui nous interpellent à la fois les décideurs, mais aussi les chercheurs. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, au Maroc, nous vivons vraiment une période de transition dans tous les sens du terme. Il y a une nouvelle constitution qui reconnaît de nouveaux droits, des droits socio-économiques, notamment le droit, pour la première fois, au Maroc, on reconnaît le droit à un environnement sain, le droit à l'accès à un certain nombre de services de base dans la ville. Et
d'autant plus que pour la première fois aussi, on reconnaît que la prise de décision doit faire l'objet d'une large concertation avec les acteurs concernés. Alors, par rapport au domaine de l'urbanisme, il est question de discuter et peut-être de voter un nouveau code de l'urbanisme qui va, pour la première fois, introduire ce que nous appelons l'urbanisme concerté, et donc de passer de l'urbanisme contraignant, de l'urbanisme réglementaire, vers un urbanisme concerté. Et de ce fait, nous sommes en train peut-être de passer d'une approche sectorielle, d'une approche techniciste de la ville, vers une approche beaucoup plus transversale, beaucoup plus globale, beaucoup plus territoriale de la ville. Voilà, je vous remercie.